Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on vous réserve un épisode très coopératif. On a prêté notre micro à Andrea Renaud, directrice des affaires coopératives chez Solio Groupe Coopératif, qui s'entretient avec Pascal Hull, chef de la direction de Solio Groupe Coopératif. Ils discutent de coopération, de l'avenir coopératif de Solio et tout ça dans le cadre de l'Année internationale des coopératives telle qu'elle a été proclamée par l'ONU. Je vous en dis pas plus, puis je laisse Andrea et Pascal prendre le relais. Bonne écoute! Bonjour Pascal, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour échanger à propos de 2025, cette année spéciale proclamée Année internationale des coopératives par l'ONU. Alors, bonjour Andrea, c'était un plaisir de te rencontrer ce matin, d'en discuter, puis on va parler de coopération, fait que c'est toujours excitant. Oui, mon sujet préféré. Mais avant d'embarquer dans le vif du sujet, je t'ai souvent entendu parler de sang vert. Hein? C'est une expression que tu utilises et j'ai l'impression que ça désigne un peu la coopération dans le sang. C'est un peu ma lecture de ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Comment tu es arrivé dans le monde des coopératives? Je te dirais, puis tu sais, peut-être pour faire le lien avec le sang vert, je suis pas né avec le sang vert, j'étais pas voué à avoir une carrière dans la coopération du tout. C'était un peu par opportunité. Je connaissais Desjardins, j'étais membre de la Caisse Desjardins depuis que j'étais au primaire. C'était à peu près le seul lien que j'avais à la coopération. Je sors de l'université, puis là, il y a une offre d'emploi dans le journal. Dans celle-là, c'est dans le journal, là, ça fait 26 ans, d'une coopérative, la Coop des Appalaches à ce moment-là, qui cherchait un directeur des quincailleries. Alors là, je sais que c'est une coopérative, mais je connais pas la Coop fédérée à ce moment-là. La coopération, pas plus que ça, comme je te disais, mais j'embarque là-dedans. Là, j'apprends un peu à connaître un peu comment ça fonctionne une coopérative, conseil d'administration, les décisions, mais j'aime ce que je fais. Fait que là, je touche le détail, le business dans une coopération, ça va super bien, j'adore. Je fais ça quelques années, puis après ça, j'ai une opportunité de venir travailler pour la Coop fédérée au service conseil. C'est là que j'ai un peu plus connu ou que mon sang vert a commencé à se développer. Je te dirais, j'étais conseiller en gestion, puis j'ai fait le tour du Québec à les rencontrer. Je te dirais toutes les coopératives, une très, très grande majorité de coopératives, principalement des petites coopératives qui étaient en difficulté financière. Puis un fait à ce moment-là, c'est les conseils d'administration des coopératives, c'était tout le soir à 8 heures. Alors, ça se passait de 8 heures à minuit. J'assistais le directeur général, je faisais les budgets souvent avec lui, je négociais les marges de crédit avec lui, j'allais au conseil avec lui. Alors, je t'allais à des conseils de soir, j'en ai fait des centaines et des centaines. C'est là que j'ai côtoyé les producteurs agricoles, c'est là que j'ai appris c'était quoi la coopération, c'était quoi la volonté des membres. Fait que je te dirais, à partir de mon travail, des services conseils, c'est là que j'ai pu apprécier, comprendre c'est quoi les valeurs coopératives, pourquoi la coopération. Fait que c'est ça qui m'a, honnêtement, qui m'a initié. Puis là, comme je dis, c'est pas, on s'insuffle pas du sang vert, mais on apprend à avoir du sang vert. Fait que ça a commencé vers ça. Après ça, j'ai été directeur des quincailleries, un secteur de la Coop des Bois-Francs à ce moment-là. J'ai fait ça quelques années avant de devenir directeur général. Puis là, quand j'ai été directeur général de la Coop des Bois-Francs, bien, c'est là qu'on apprend vraiment à préparer les AGA, les tournées, nos tournées de secteur ou les assemblées de cuisine, comme on appelle. Là. On rencontre tous les producteurs, on va les voir directement, on fait des visites de ferme, on a nos... C'est là qu'on apprend vraiment le modèle, les enjeux, avantages, inconvénients, la transparence, honnêtement, puis je vais vous en parler un peu tantôt, mais moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est vraiment la transparence qu'on a comme organisation. Là. C'est ça, ça fait partie de nos valeurs. Toutes les questions peuvent être posées aux dirigeants, c'est l'entreprise des producteurs. Fait que ça, je te dirais, ça m'a beaucoup marqué. Après ça, ben, j'étais allé chez BMR, c'est sûr, une filiale qui appartient à Coop fédérée, mais là, j'avais le sang vert. Je vous dirais, une entreprise qui était complètement privée, qui était achetée par la Coop fédérée. Je pense dans le temps, Claude Lafleur souhaitait avoir quelqu'un qui avait le sang vert pour dire, ben, on va s'approprier ça. Les coopératives sont impliquées en quincaillerie. On est propriétaire de BMR. Fait qu'il faut garder ces valeurs coopératives-là chez BMR. Il faut les inculquer. Je te dirais, une grande fierté que j'ai eue aussi, c'est quand que j'ai quitté BMR pour m'en venir ici. C'est la culture que j'ai su. Puis ça, c'est jamais parfait, une culture. Puis c'est toujours en évolution, en amélioration. Mais les gens connaissaient Solio, connaissaient la coopération. Et il y avait une grande admiration envers l'organisation. Fait que pour moi, là, je te dirais, un des bons coups que j'ai fait chez BMR,
c'est que les employés aient une admiration du propriétaire qui est Solio, qui est une coopérative, les valeurs. Puis encore aujourd'hui, on le sent effectivement. Fait que ça, là, fait que du sang vert, moi, c'est ça. Fait que si on peut l'insuffler un peu partout dans nos divisions, ben c'est un peu ça que je souhaite. Là. Puis ce que j'entends, c'est que ça se développe aussi sur le terrain. Tu l'as vécu, tu as vraiment tu as vu la coopération sous toutes ses facettes, là, sur le terrain, à la rencontre des gens. Donc, ça s'est comme développé. Tu avais les deux mains dedans. Là. Donc, le sang vert, c'est comme tu dis, il s'insuffle, mais il se développe aussi, j'imagine, quand on se met à la rencontre des gens. Là. Il se développe, effectivement, il se développe à la rencontre des gens. Il se développe quand on prend des décisions, est-ce que certaines enjeux, ou est-ce qu'on se ramène à nos valeurs, coopératives, et que dans des moments plus difficiles, on revient à nos valeurs. Puis, tu sais, on peut, souvent, il y a une dualité, hein? C'est pas parce qu'une coopérative qu'on n'est pas performant, mais on a des valeurs coopératives, par contre. Fait que, tu sais, je pense que les deux se marient très, très bien. On fait les choses différemment. On a une vision à plus long terme, on veut assurer la pérennité. Les producteurs le s'entendent, se sont dotés des services qu'on veut garder. Fait que ça, pour moi, c'est super important. Puis je pense qu'on est toujours à s'améliorer dans ces cultures-là. Mais effectivement, le quotidien nous amène à développer notre culture coopérative. Oui, puis c'est intéressant parce qu'on va en parler tantôt, tu sais, de la performance et des valeurs, là, comment les deux sont indissociables. Puis Solio a bien, à travers son histoire, a démontré là, que c'est possible. Donc, on se rappelle là, que la première année internationale des coopératives avait eu lieu en 2012. L'ONU avait proclamé pour une toute première fois là, cette année spéciale. Et on est chanceux parce qu'au Québec, on avait été l'hôte d'un sommet là, international qui avait rassemblé vraiment beaucoup de gens de plusieurs pays. Alors, le fait d'avoir une deuxième année internationale proclamée par l'ONU, c'est une symbolique, oui, mais c'est aussi une grande reconnaissance internationale, puis du fait que les coops contribuent à l'atteinte des objectifs de développement durable de l'ONU. Et le thème qu'ils ont instauré pour cette année-là, c'est les coops construisent un monde meilleur. Je trouve que ça nous rappelle le chemin parcouru depuis la création des coops jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour Solio une telle année, une deuxième année internationale, si je peux dire? Bien, c'est sûr, de parler de notre modèle d'affaires dans le cadre de l'année internationale, bien, c'est une fierté, puis on n'en parle jamais assez. Là. Autant Solio, on dit souvent, on est peu connu, on est méconnu, on est une des 10 plus grande organisation au Québec. On n'est pas connu, personne ne nous connaît. Fait que quand on dit on va parler de la coopération puis des coopératives, fait que c'est une grande fierté. Puis je dirais c'est une opportunité pour nous de nous faire connaître nos valeurs, faire connaître notre modèle d'affaires. Tu sais, on ne dit pas assez souvent, là, mais il faut le faire connaître. Là, la coopération, c'est 3 millions de coopératives dans le monde. Ça représente 12 % de l'humanité. Les coops fournissent l'emploi à 10 % de la population active mondiale. Mais ça, personne ne le sait, personne n'en parle. Je pense que c'est important de le dire. Puis l'année internationale, on devrait se le dire plus souvent. On devrait informer. La coop, Solio coopératif, c'est la 85e coopérative au monde, tout secteur confondu. On est la 24e plus grande coopérative agroalimentaire également. 9e plus grande entreprise au Québec, je l'ai dit tantôt, on est dans le top 10 des grandes entreprises au Québec. On fait vivre 15 000 familles au Canada. C'est quand même quelque chose, une coop qui appartient à ses membres. Ça, c'est super important. Nous autres, notre plan d'action pour l'année internationale des coops, on a 3 objectifs. On veut mobiliser nos employés. Ça, c'est important que nos employés qui croient en coopération. On a de l'éducation coopérative à faire. On veut s'assurer de leur mobilisation. On veut engager la relève agricole. Ça, la relève agricole, pour nous, c'est un élément qui est super important. Là. La relève, les jeunes, la relève agricole, c'est important. On met des efforts, de l'énergie, des dollars également, mais on y croit. Puis ça donne des retombées tant dans les coops locales, dans nos conseils d'administration, dans l'agriculture en général. Fait que pour nous autres, là, la relève est hyper importante. Et aussi, on veut rayonner. On l'est passé, on dit la coopération rayonne pas assez. Puis on n'a pas beaucoup de grandes coopératives. On va parler un petit peu tantôt des jardins, AgroPur, nous autres, où est-ce qu'on est des grandes organisations, mais c'est pas tout le monde qui sait qu'on est des coops. Fait que c'est une opportunité de parler de nous autres. Fait qu'on va parler de nous. Peut-être dernier élément, je vais avoir la chance de faire un panel avec Émile Cordeau d'AgroPur, Guy Cormier de Desjardins pour parler de coopération dans le cadre de la Semaine de la coopération. Fait que ça, c'est une opportunité de plus. On en a pas assez. Fait que toutes les opportunités qu'on aura dans l'année de la coopération, ben, on va les prendre, ces opportunités-là. Oui, puis justement, tu sais, dans ce pas-là, d'engager la relève, on va tenir le 1er décembre prochain un gros événement qui, je pense, est presque unique. On a cogné à la porte du Mouvement Desjardins, d'AgroPur Coopérative, de la Fédération de la relève agricole du Québec
pour finalement organiser le grand rendez-vous de la relève agricole. Donc, on partage un bassin de membres qui se ressemblent. On a des enjeux relativement semblables. Donc, il y avait comme un fit naturel à s'associer ensemble. Puis c'est une belle preuve d'intercoopération pour cette année spéciale. Donc, on a très hâte là, de tenir ce rendez-vous qui sera assurément là, un événement à ne pas manquer. Solio Groupe Coopératif a vécu plusieurs phases de développement puis de croissance au fil de son histoire, considérant que les coops ont pour objectif de répondre aux besoins de leurs membres puis qu'elles doivent le faire actuellement aussi dans un environnement socio-économique qui est en constante évolution, voire là, qui bouillonne littéralement. Comment Solio s'assure de maintenir sa performance tout en restant aligné sur sa mission première? C'est une excellente question. C'est pas toujours facile. Je vous dirais actuellement, on va beaucoup travailler à suivre notre planification stratégique 2023-2027, qui est un travail qui est fait en collaboration entre les dirigeants, la haute direction et le conseil d'administration. Alors, la vision est toujours supportée, endossée par le conseil. Je vous rappelle, c'est des producteurs agricoles qui, le matin ou la veille du conseil d'administration, sont sur leur ferme, sont dans leur entreprise. Fait que si jamais on avait des idées un peu différentes ou farfelues ou je m'égarais, mais j'ai 17 personnes autour de la table qui vont se faire le plaisir de me ramener. Fait que je vous dirais ça nous permet de rester alignés, de garder les deux pieds sur terre sur nos valeurs, sur vraiment la vision de la coopération. Je vous dirais, comment qu'on fait? On a su notre planification stratégique, puis c'est toujours avoir le service aux membres, avoir en tête le service aux membres, la pérennité de l'organisation, la performance aussi, parce que, tu sais, souvent, ça peut être vu de façon négative quand on parle de coopération, mais la performance, ça nous permet d'investir. Ça nous permet de développer des outils de mise en marché pour les producteurs. Puis souvent, je vais donner l'exemple, le producteur de porc dans Beauce, on va abattre son porc dans notre abattoir, on va le mettre en marché, puis il va se retrouver dans un comptoir chez Costco au Japon. C'est une fierté. Mais dans le passé, on investit dans les abattoirs, on investit dans le développement de marché, mais sans performance, on ne pourrait pas mettre en marché le porc du producteur au Japon ou en Corée. Fait que c'est toujours trouver l'équilibre entre la croissance d'organisation, la performance, de se doter des services, des nouveaux services, parce qu'on veut suivre le marché mondial, le marché des producteurs. Fait que c'est vraiment trouver l'équilibre entre la pérennité et l'équilibre financier. Puis, dans le pire des cas, si une année, on était trop bon, notre modèle d'affaires il est super bien fait parce qu'on va redistribuer l'enristourne à nos membres, à nos coopératives qui vont à leur tour redistribuer aux membres directement aux producteurs. Fait que dans des cas exceptionnels, l'argent va retourner aux membres de toute façon. Fait que on réussit toujours à trouver l'équilibre, mais il faut toujours avoir en tête performance, pérennité, service aux membres. Justement, on a parlé du contexte socio-économique qui bouge, qui change, puis nos coopératives aussi, hein, elles évoluent, elles changent. L'effet de levier qu'a entraîné le projet Vision Plus là, par le regroupement puis la consolidation de certaines coopératives a démontré des effets positifs. Mais c'est quoi les défis ou les opportunités qui entourent notre rôle fédératif dans les prochaines années chez Solio Group? Moi, je vous dirais les grands défis des prochaines années, c'est avoir une rentabilité ou une pérennité dans l'ensemble du réseau. Je vous dirais aujourd'hui, c'est un peu à vitesse variable. Fait que nous, on a à s'assurer comme fédération de donner les outils, supporter les coopératives, à avoir cette performance-là, cette pérennité-là. Vous l'avez mentionné, il y a une grande consolidation des dernières années. Il y a des grandes coopératives aujourd'hui qui sont dotées, qui ont plus d'outils, qui ont plus d'expertise. Puis c'est parfait parce que je pense que ça profite aux membres. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, ça va être la relève. La relève est de plus en plus rare. On a besoin de compétences, toujours dans toutes les organisations. On avait plusieurs petites coopératives, là, 20 ans. Moi, quand j'allais faire les conseils d'administration, comme je vous disais tantôt, c'est des coopératives de 5, 10, 15, 20, 30 millions. Aujourd'hui, on parle de 400, 500, 600, 700 millions. Alors, ça prend des compétences différentes. Puis, ça prend aussi du sang vert. Puis ça, du sang vert, la culture, le passé nous a appris que des gens de l'externe qui arrivent dans des postes clés comme la nôtre, dans nos organisations, c'est difficile. Fait que on doit aller chercher des gens à l'externe, les former, mais il faut qu'ils connaissent notre culture. La culture est hyper importante. Fait que un des enjeux réseau, puis même chez Solio, c'est de trouver les gens compétents,
les former, s'assurer de la mobilité, puis qu'il y ait notre culture, parce que si on veut garder notre culture de coopération, ça prend des gens qui ont cette culture-là. Fait que ça va être notre grand défi là, dans les prochaines années. Les coopératives, c'est se différencier des entreprises à capital action, notamment par notre nature démocratique. Tantôt, tu parlais d'un conseil d'administration formé de producteurs, productrices agricoles qui sont là, qui sont les gardiens un peu de cette nature coopérative. Donc, tout l'aspect démocratique de notre organisation, c'est un des aspects qui nous différencie. Mais pour la garder vivante, bien, ça demande une bonne participation de la part de nos membres. Ça serait quoi les leviers les plus importants qui nous permettraient de maintenir dynamique notre vie démocratique dans le réseau? Je pense qu'il y en a plusieurs, je peux vous donner quelques exemples, mais juste entre autres, c'est sûr qu'on a un réseau qui est très, très solidaire, un réseau qui a une grande résilience. Puis l'exemple que je peux vous donner, c'est Solio a connu des moments plus difficiles dans les dernières années, mais on a vu la solidarité des coopératives, de dire, on a besoin de notre fédération, la résilience à nous supporter parce qu'ils nous ont supportés tout au long, le moment où est-ce qu'on a vécu certaines difficultés, qu'on a passé au travers, mais les coopératives étaient là, les producteurs étaient là. Fait que quand on dit ça devient une solidarité, on l'a bâti dans le temps, mais la solidarité, la résilience, on l'a vu. Comment qu'on fait pour s'assurer de ça? Mais c'est sûr que ça prend une vie démocratique, que ce soit par notre AGA avec les activités qu'on en fait, les formations qu'on en fait dans le cadre de l'AGA, les conférenciers qu'on peut emmener. Quand on parle de coopération, notre semestriel, la tournée du président, les forums des présidents. Puis là, je vais donner un exemple parce qu'on parle souvent de transparence dans notre modèle, puis on est hyper transparent, puis ça me marque toujours. Dans le cadre de la tournée du président qui précède notre AGA, on va présenter nos résultats au niveau aux membres, on se déplace dans la région, les producteurs sont là. Puis là, on se déshabille au complet. Là. Quand je dis on se déshabille au complet, on présente nos chiffres, nos projets, planification stratégique. Chacun des CEO est présent. Et là, on répond à toutes les questions. Il n'y a pas de questions qu'on ne répond pas. Il y a une seule question qu'on ne répond pas, c'est on va savoir des ristournes, puis c'est combien. Ça, on garde ça pour l'AGA. On veut garder l'intérêt, mais on est hyper transparent. Il n'y a pas d'organisation qui fait ça comme nous, on peut le faire. On reste dans la salle jusqu'à temps qu'il y ait des questions. Puis je me rappelle d'une tournée du président qu'on a eue dans Beauce, il y a quelques années, quand c'était plus difficile. Il y en a eu des questions, puis on est resté dans la salle jusqu'à 5h30, 6h. Il y avait encore des questions. Les producteurs étaient encore là. On a répondu à toutes les questions. Fait que pour moi, là, cette transparence-là, cette volonté de pouvoir échanger avec eux dans leur territoire, proche de leur ferme, parler de coopération, parler de nos résultats, parler de leur grande organisation, bien, pour moi, ça, c'est un élément vraiment important qui amène un sentiment d'appartenance à l'organisation et à la coopération aussi. Donc, toutes ces activités réseau que tu viens d'énumérer sont des activités de vie associative, démocratique, mais qui permettent de garder vivants ces liens-là, mais surtout permettent aux membres de s'exprimer. Il n'y a pas juste le vote à l'AGA, il y a tous les autres moments dans l'année où vous vous rendez disponible, vous allez à la rencontre, puis là, il y a ce dialogue-là qui vous permet, j'imagine aussi, d'avoir le pouls du terrain. On a le pouls du terrain, puis je pense qu'on est une meilleure organisation, plus performante quand on est proche des membres, proche de leur quotidien, proche de ce qu'ils ont besoin. Puis effectivement, c'est un bon point. Juste le vote ou la ristourne, c'est pas ça la coopération. C'est côtoyer les propriétaires, côtoyer les producteurs, avoir des occasions d'échanger avec eux, des consulter, plus qu'une fois ou 2 fois par année. Fait que plus on a d'activités qui créent de la valeur pour eux et pour nous, bien, plus on est en mesure de faire vivre notre modèle. Aujourd'hui, Solio a 103 ans et on a démontré notre résilience à travers les diverses périodes qui ont façonné notre histoire. Ça serait quoi certaines leçons tirées de notre passé, il peut être récent ou lointain, là, qui puissent nous orienter pour l'avenir? Moi, je pense que je dirais, c'est toujours avoir en tête la pérennité de l'organisation. Puis quand il y a des générations futures qui ont investi beaucoup de temps, d'énergie pour bâtir ce qu'on est là. Puis quand on prend des décisions, là, se reposer la question, est-ce que ça va servir les générations futures? Moi, ça, c'est vraiment ma plus grande préoccupation, c'est la pérennité de l'organisation. Fait que ça, c'est une très, très grande priorité. Puis, il faut avoir le courage de prendre des décisions difficiles au bénéfice de l'ensemble des membres. Ça aussi, c'est pas toujours facile parce que nous, on représente l'ensemble des membres, que ce soit un producteur avicole, un producteur laitier, un producteur d'agriculture, c'est tous les membres. Alors, quand on prend des décisions, bien, c'est dans l'intérêt de l'ensemble des membres. Fait que ça, il ne faut pas l'oublier. Des fois, on pense à une production, mais il faut penser à tous les membres, puis il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions courageuses pour la pérennité. Ça, si j'ai une leçon à retirer, là, ça en est une, c'est celle-là. Et pour conclure, en continuant de mettre de l'avant la coopération, puis si on se projette dans le temps,
Que sera Solio en 2047? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de notre 125e anniversaire? Moi, je m'attends, je souhaite, je rêve que nos dirigeants d'aujourd'hui, ceux de demain, ceux qui vont me suivre, vont continuer à protéger notre modèle d'affaires, vont continuer à être transparents, vont continuer à avoir du sang vert, vont continuer à inculquer le modèle coopératif, vont continuer à aller rencontrer les membres, avoir cette proximité-là, cette accessibilité-là. Fait que ce que je souhaite, c'est qu'en 2047, on fasse vivre encore les valeurs coopératives, qu'on voit notre différenciation, puis qu'on soit en mesure de transmettre ça aux générations futures. Tu sais, les générations passées nous l'ont transmis, on veut le transmettre. J'aimerais qu'on soit encore un acteur encore plus incontournable au Québec, au Canada, puis pourquoi pas ailleurs, mais tout en gardant nos valeurs, tout en créant de la richesse, tout en donnant encore plus de services pour les producteurs, pour les propriétaires. Fait que moi, 2047, là, c'est mon souhait, c'est ma vision pour 2047. Pérennité, proximité, branché, continuité d'en être branché sur nos valeurs. Exactement. Fait que je nous souhaite ça pour 2047. Merci beaucoup, Pascal, pour cet entretien. Merci, Andrea. C'est toujours une passion de parler de coopération. C'était donc Andrea Renaud et Pascal Hull au micro pour cette année internationale des coopératives et c'est ce qui conclut cet épisode du Coopérateur Audio. Pour ne pas manquer les suivants, suivez-nous sur votre plateforme préférée, Balado Québec, Spotify, Apple Podcast et YouTube. Comme toujours, un cœur, un avis, c'est toujours apprécié. On vous laisse sur la capsule historique de l'épisode. À la prochaine! Capsule 7, une organisation pan-canadienne. Depuis 1996, le milieu rural québécois et Solio Groupe Coopératif sont marqués par des transformations majeures. Dans un monde de plus en plus intégré, secoué par une libéralisation accrue des marchés, outre la concurrence domestique et étrangère, les producteurs et productrices locaux sont confrontés à plusieurs enjeux. Avant tout, il faut évoquer la taille et la valeur des exploitations. Désormais, on parle d'actifs de plusieurs millions de dollars, ce qui pose la question de la relève agricole. En effet, il n'est pas aisé pour un jeune d'acheter une telle exploitation. À ce propos, diverses formules d'achat sont explorées, dont en mode coopératif. C'est aussi un virage numérique radical, avec l'usage d'une multitude d'outils, allant de logiciels spécialisés pour une gestion de la ferme à une fine cartographie de la terre pour l'optimisation de l'usage des sols, incluant l'emploi de drones et, depuis peu, la mobilisation de l'intelligence artificielle. Le virage environnemental est pris depuis plusieurs décennies, mais avec l'urgence des changements climatiques, il est désormais prégnant pour toutes les exploitations. On ne peut faire comme si c'était simplement une lubie. La profession se féminise davantage. Aux pionnières que sont Francine Ferland, Sophie Bédard et Muriel Dubois, on retrouve un nombre accru de femmes aux commandes d'exploitation agricole et dans des postes sélectifs. Cette période est ponctuée par Solio par quelques moments marquants, dont la crise du verglas de 1998, qui, par de multiples gestes de solidarité, en particulier dans la région critique de la Montérégie, exprimera une composante clé de la coopération. En 2020, l'organisation va aussi composer avec la pandémie de la COVID-19, ce qui provoquera un dérèglement dans les chaînes d'approvisionnement et des ruptures de stock. En outre, elle accélérera un basculement d'un certain nombre de postes vers le télétravail. C'est l'année précédente que le changement de nom pour Solio Groupe Coopératif sera adopté. Au début des années 2000, Solio s'est totalement retiré du marché laitier. AgroPure en étant désormais le leader, mais d'autres coopératives y sont aussi actives, dont Nutrinor. Dans le secteur de la quincaillerie, la fermeture du centre de distribution de Trois-Rivières sera suivie en 2015 par l'acquisition de groupe BMR Inc., la seule chaîne de quincaillerie à propriété 100% québécoise. La division Solio Agriculture connaît depuis le début des années 2010 une forte croissance hors Québec, incluant l'achat d'actifs de Coop Atlantique dans les provinces maritimes en 2014. En 2018, on procède à l'achat de Standard Nutrition Canada, ce qui comprend des magasins et des entrepôts dans les 3 provinces des prairies canadiennes, en plus d'un centre de grains à Winnipeg.
Dans le secteur de la volaille, notamment en raison d'acquisitions, Olimel, qui est la nouvelle marque de commerce remplaçant Flamingo, s'est hissé au premier rang des producteurs canadiens pour le volume d'abattage. Fer de lance de l'organisation en matière de produits d'exportation, soit dans plus de 60 pays, le secteur du porc connaîtra des soubresauts pour diverses raisons, dont la pénurie de la main-d'œuvre, la fermeture du marché chinois et une baisse locale de consommation de ce produit. Sur le plan coopératif, Vision 2020, qui deviendra par la suite Vision Plus, est un projet permettant la consolidation de certaines coopératives agricoles et la création de partenariats d'affaires avec la division Solio Agriculture. Toujours dans le registre coopératif, Solio est membre de la Société de coopération pour le développement international, SOCODEVI, depuis 2003 et avec ses coopératives membres, notamment Agrilait Comax. Ces coopératives sont regroupées sous Agisca Coopérative et Nutrinor. Elle multiplie les mandats d'appui à des projets dans des pays à faible revenu. En outre, elle accueille au Québec de nombreuses délégations. En 2022, c'est avec fierté que Solio célèbre son centenaire, se souvenant des immenses pas accomplis au bénéfice des producteurs et productrices agricoles par l'intermédiaire d'une structure démocratique. Aujourd'hui, avec ses 3 divisions, Solio Agriculture, Olimel et Groupe BMR, l'organisation rayonne dans 9 provinces canadiennes.